La guerre du Levant. La scène du Levant, 1939-1941. L'intervention allemande en Irak pour soutenir le gouvernement nationaliste et la volonté de l'Axe d'utiliser les aérodromes syriens agacent les Britanniques qui cherchent à protéger le flanc nord de leur empire. De leur côté, les nationalistes libanais et syriens espèrent pouvoir obtenir du conflit leur indépendance toujours retardée par la France. La défaite de la France et sa capitulation en 1940, qui sont interprétées comme un signe de faiblesse, les rendent impatients de retrouver leur souveraineté. De mai à juillet 1941, le Levant devient alors le théâtre d'affrontements entre le régime de Vichy d'une part, les Britanniques, le Commonwealth et les Français libres d'autre part. C'est une page méconnue de la Deuxième Guerre mondiale, rarement abordée, qui s'est déroulée dans les pays du Levant, en partie au Liban et en Syrie. C'est un affrontement terrible et fratricide qui aura lieu au printemps 1941 d'une France contre une autre France de Londres contre une France de Vichy. Dans les mémoires de guerre de son premier voyage au Liban et en Syrie en 1942, De Gaulle, dans une phrase célèbre, écrivait « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples. Je savais qu'au milieu de facteurs enchevêtrés, une partie essentielle s'y jouait. Il fallait donc en être. »
des événements tragiques se préparent. À cette époque, les tensions vives existantes entre la France libre et le gouvernement britannique ne sont plus de nature à remettre en cause la paix au Levant. Une paix issue de l'opération Exporter, opération menée conjointement par les Alliés et la France libre contre les forces de l'Axe et les Français de Syrie et du Liban restés fidèles au régime de Vichy. Il faut se souvenir qu'en ce début de l'année 1941, les Français sont au Liban en vertu d'un mandat de la Société des Nations, l'équivalent de l'ONU. Société des Nations qui avait accordé à la France 21 ans plus tôt le protectorat sur la Syrie et le Liban, et cela n'avait pas été du goût des Britanniques alors très présents dans la région. Or, maintenant, il y a deux France, celle du régime collaborationniste du maréchal Pétain à Vichy, qui commande les troupes françaises stationnées en Syrie, et la France résistante du général de Gaulle, celui-ci étant encore à Londres. Les forces françaises libres étaient très conscientes de l'intérêt stratégique à faire entrer la région du Levant dans la guerre, et les Anglais étaient bien convaincus de cette stratégie. Du côté des forces de l'Axe, au printemps 1941, l'Allemagne nazie est encore en pleine expansion et elle s'apprête à attaquer la Russie soviétique. Vainqueur dans les Balkans et possédant maintenant la Crète, elle a l'intention d'entreprendre la conquête de Chypre. De ce fait, dominant une grande partie de la Méditerranée, l'Allemagne devient une menace pour les Anglais en Afrique du Nord. Le tableau devient plus précis. Comme Vichy avait accordé aux avions du Reich, qui gagnaient l'Irak, l'autorisation de se ravitailler en carburant sur les aérodromes de Beyrouth, de Damas et d'Alep, l'Allemagne devient menaçante pour les intérêts anglais au Moyen-Orient, et Winston Churchill décide de régler la question syrienne par les armes. Le commandant en chef des forces britanniques en Orient, le général Wavell, qui avait déjà fort à faire dans la région, se serait bien passé d'un nouveau front. Il n'a pas les moyens de se battre sur deux fronts au Moyen-Orient. Mais il doit se plier aux ordres du Premier ministre, et il fait donc passer la frontière syro-palestinienne à un corps expéditionnaire encadrant, sous les ordres du général Maitland Wilson, la 7e division d'infanterie australienne, la 1re division de cavalerie motorisée, une brigade hindoue et la brigade Le Gentilhomme que met à sa disposition le général de Gaulle, lui-même chaud partisan de cette expédition. Cette brigade est forte de 6 bataillons d'infanterie, d'une batterie de campagne et d'une compagnie de chars légers. Les Français libres, encouragés par Churchill, y voient l'occasion de combattre les Français de Vichy en Syrie.
Les forces françaises officielles du Levant, qui obéissent au régime de Vichy, sont commandées par le général Dance. Ce général assure aussi les fonctions de haut-commissaire à Beyrouth. Ordre lui est donné d'attaquer le corps expéditionnaire même si une partie des assaillants sont français. La balance des forces est en sa faveur puisqu'il dispose de la valeur de 2 divisions. En mai 1941, les protocoles de Paris sont signés entre l'amiral Darlan et les Allemands. Quant au général de Gaulle, il nomme le général Quatroux comme délégué de la France libre au Moyen-Orient. Ce général disposera de la première division et de 5400 hommes basés en Palestine. La Palestine est sous mandat britannique. La plupart de ces hommes arrivent d'Afrique du Nord et d'Érythrée, où ils ont eu à combattre les Allemands. Fin mai 1941, le général Quatroux engage des négociations avec le général Dance. Il lui demande de concevoir son devoir militaire sur un plan plus large que celui de la stricte observance des ordres reçus. Le général Dance, dont la réponse ne constitue pas à proprement parler un refus, accepte néanmoins d'envoyer les documents à Vichy. Et Vichy lui ordonne de résister. La bataille. Sur ces 5400 hommes, le général Quatroux a, comme on l'a dit, nombre de soldats de métier récupérés en Afrique du Nord ou dans la Légion, etc. Mais il a aussi près de 2000 volontaires de la France libre. Ceux-ci sont appuyés par des Britanniques provenant des 4 coins de l'Empire. Ces troupes alliées étaient composées de 18 000 Australiens, commandés par le lieutenant-général John Lavarack, et de 9 000 Britanniques et 2 000 Indiens sous les ordres du général Lloyd. En face, le général Dance regroupait 35 000 hommes, dont 25 000 Syriens et Libanais, et 8 000 Français, cavalerie algérienne, tirailleurs sénégalais, légions étrangères, etc. Il disposait également de beaucoup de matériel. Il a été question que la Luftwaffe vienne prêter main forte aux aviateurs de Dance, mais les Français, quoique fidèles à Vichy, ont refusé cette aide allemande. Pour eux, les renforts devaient être des aviateurs français. D'abord fidèle à Vichy, le colonel Collet fut le premier transfuge vers les forces alliées. Il change de camp, il franchit la frontière palestinienne et abandonne Dance. Il se rallie au général Quatroux avec ses 36 officiers, ses 65 sous-officiers et ses troupes, les Tcherkesses. Cette guerre du Levant, qui se déroule comme une guerre par procuration, a été faite en grande partie, du côté allié, par des troupes de l'Empire, australiennes, néo-zélandaises et indiennes, et du côté de Vichy par des troupes coloniales, troupes sénégalaises et légions étrangères. Le ralliement au général de Gaulle des Tcherkesses de Collet marque fortement les esprits de la France libre, en particulier lorsque ce colonel déclare le 22 mai 1940 « Français, officiers, sous-officiers, soldats de l'armée du Levant, tous, au lendemain de l'armistice, nous étions décidés à défendre farouchement le Levant. Nos chefs l'ont maintes fois proclamé depuis. Dance en a pris l'engagement solennel. Dès son arrivée, nous avait convaincus de sa décision. Or, le 12 mai, quoiqu'on ait voulu le dissimuler longtemps, des avions allemands se posaient sur nos aérodromes et se ravitaillaient en essence et en munitions. Les jours suivants, des trains français conduisirent vers Telkotchek les armes de nos dépôts dont les Allemands faisaient don au gouvernement de Bagdad en lutte avec l'Angleterre. On nous a dit, devant notre émoi, qu'il ne s'agissait que d'atterrissage forcé, comme si ce grossier mensonge pouvait apaiser nos consciences.
On accusait par contre l'Angleterre d'actes d'hostilité flagrante et injustifiés. L'honneur nous commande de ne rien entreprendre contre nos anciens alliés, nous disait le maréchal Pétain le 8 mai. Pensait-on le 12 mai que vous aviez l'oubli si facile ou faisait-on si peu cas de votre honneur? Dans les combats qui sont en train de se préparer, les Allemands n'ont aucune place. Ici, ce sont des alliés essentiellement britanniques, indiens, australiens, mais aussi français qui vont s'opposer aux Français de Vichy. Un affrontement d'une France contre l'autre. La guerre de Syrie commence le 8 juin 1941. Aussitôt, le général Catroux, au nom du général de Gaulle, proclame l'indépendance des États du Levant. Le commandant en chef des forces alliées, Wilson, attaque sur 3 axes. La route côtière, la route Marjeyoun qui passe par Alep, et plus à l'est, la route de Deraa qui passe par Damas. Or, et c'est une surprise, les troupes de Syrie, sous les ordres de Dance, vont se battre avec courage et vigueur. À Vichy, on cherche à faire condamner l'action alliée sur la scène internationale et de surcroît par les Américains, mais en vain. En dehors de toute considération tactique, ce qui est terrible et poignant dans tous ces combats, c'est la multiplication des points de friction, de combats et d'affrontements très durs entre Français de Syrie et Français libres. À mesure que passent les jours, il apparaît de plus en plus probant que c'est le camp allié qui est en passe de l'emporter. La première division de la France libre progresse. Citons le général Saint-Hillier. Au combat pour la possession d'un caillou ou le sommet pelé d'un djebel vont succéder bientôt les surprises de la lutte dans les jardins de Damas. Le soleil et l'eau font jaillir une vie exubérante au milieu des arbres, les embuscades se succèdent et les maisons sont transformées en fortins. Une section qui s'avance sous des regards qui épillent, et elle se voit brusquement prise à revers. Un détachement qui échappe aux Britanniques se réfugie-t-il chez des Français? Il se réveille le lendemain pris au piège par le parti adverse. C'est toute l'ambiguïté de tels affrontements. Fin juin, début juillet, une trêve est conclue pour préserver Damas, mais la calmie ne dure pas. Les Français du Levant surtout marquent le pas. Ils ne se battent plus que pour l'honneur, ou peut-être pour avoir le sentiment d'avoir choisi le bon camp. Or, ils restent néanmoins à égalité numérique avec les Alliés, et ils connaissent le terrain. Ils disposent de blindés et ont pas mal d'avions. La question se pose, mais que leur manque-t-il pour redresser la situation? Peut-être au fond de leur conscience, il leur manque une motivation profonde. Car à partir du 21 juin, la Légion du Pacha et les forces britanniques surgissent de l'Est. L'aviation du Levant réplique mais sans grande efficacité. La 10e division indienne venue de Bagdad intervient et c'est toute la force de l'Empire britannique qui se met en mouvement. Cet atout colonial, le général de Gaulle l'avait souligné dès l'appel du 18 juin. Voyant couper sa retraite vers la Turquie, le général Dance se verra contraint de demander l'armistice. Cette guerre prend donc fin le 11 juillet au soir. C'est à Saint-Jean-d'Acre que s'ouvrent le 12 juillet les négociations de cet armistice. Le général de Gaulle, dans ses mémoires, évoque ainsi cette douloureuse campagne. Ce sont de cruels souvenirs qu'évoque en moi la campagne que nous avions dû engager. Je me revois, allant et venant, entre Jérusalem où j'ai fixé mon poste et nos braves troupes qui avancent vers Damas, ou bien allant visiter les blessés à l'ambulance franco-britannique de Madame Spears et du docteur Fruchot. En apprenant, à mesure, que de beaucoup des nôtres et des milliers restent sur le terrain, que par exemple le général Le Gentilhomme est grièvement blessé, que le colonel Génin et le capitaine de corvette Détroyat sont tués, que les commandants de Chévigné, de Boissoudy, de Villoutray sont gravement atteints, que de l'autre côté nombre de bons officiers et soldats tombent bravement sous notre feu, que sur le Litani, les 9 et 10 juin, devant Kiswa, le 12, autour de Kunaitra et d'Ezra, les 15 et 16, de violents combats mêlent les morts français des deux camps et ceux de leurs alliés britanniques. J'éprouve, à l'égard de ceux qui s'opposent à nous, par point d'honneur, des sentiments confondus d'estime et de commisération. Alors que l'ennemi tient Paris sous sa botte, attaque en Afrique,
s'infiltre au Levant, ce courage déployé, ces pertes subies dans la lutte fratricide qu'Hitler a imposée à des chefs tombés sous son joug me font l'effet d'un horrible gaspillage. Lors de la fête nationale du 14 juillet 1941, le général de Gaulle déclare « En Syrie, notre armée vient de soutenir des combats non moins durs qu'ailleurs, mais infiniment plus douloureux. L'équivoque, créé par Vichy, a dû être tranché par l'épée. La lutte impie qui nous a été imposée était nécessaire, mais nous ne pouvons nous réjouir de succès obtenus contre nos frères. Même après la victoire, nous continuons à porter le deuil des nôtres tombés en Syrie, aussi bien de ceux qui ont combattu dans nos rangs que de leurs adversaires, victimes de la trahison de quelques hommes qui ont sacrifié la France pour mieux servir Hitler. Restez fidèles à nous-mêmes, nous sommes certains ainsi d'être fidèles à la France, à sa mission, à toutes les traditions qui ont fait sa grandeur dans le passé et qu'on ne saurait renier sans la rendre méconnaissable.